Mesdames et messieurs, je vous souhaite les bienvenus à cette conférence de presse. Donc, mon nom est Yann Fermont, je suis président de l'initiative euro-palestinienne contre l'apartheid et les colonies. Donc, c'est une organisation qui a été fondée avant les événements de Gaza et qui avait et qui a toujours d'ailleurs comme objectif d'attirer l'attention, de sensibiliser l'opinion publique sur la politique d'apartheid et sur l'occupation qui sont, nous pensons, les causes profondes, les racines de ce que nous voyons également aujourd'hui à Gaza. C'est évidemment dans la colonisation, l'occupation de la Palestine et la politique d'apartheid menée par l'État d'Israël que se trouvent les racines de ce que nous voyons aujourd'hui se dérouler, les événements dramatiques et scandaleux qui se déroulent à Gaza et la politique criminelle militaire menée par l'État d'Israël, qui n'est que la prolongation de ce qui, dans des temps, je dirais, de relative paix, est pratiqué à l'égard de la population palestinienne dans les territoires occupés et à Gaza, évidemment, à travers le blocus criminel sur la bande de Gaza. Et donc, nous croyons que cette initiative est plus que jamais nécessaire parce que quand les armes vont se taire et tôt ou tard, il va falloir que les armes se taisent à Gaza. Il va évidemment falloir réfléchir à la question comment ces racines profondes du conflit que nous avons vu aujourd'hui et des événements que nous avons vus aujourd'hui, je dirais les facteurs criminogènes qui ont amené les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, et les crimes de génocide que dont nous avons été témoins à Gaza pendant les derniers mois, il va falloir réfléchir à la question comment ces causes profondes peuvent être résolues, peuvent trouver une solution qui respecte le droit à l'autodétermination du peuple palestinien et qui met fin à la politique d'apartheid. Et donc, nous pensons qu'une telle initiative a aujourd'hui plus de sens que jamais et est nécessaire. Alors, notre initiative est une organisation européenne. Nous ne voulons pas prendre la place de toutes les organisations de solidarité parce qu'il y a évidemment une très, très grande richesse d'organisations de nature très diverse qui agissent en solidarité avec le peuple palestinien. Notre but n'est évidemment pas de remplacer le travail ou d'essayer de faire la concurrence à ces organisations dans le travail qu'ils font, mais nous voulons être le pont entre le département de l'Organisation de la libération de la Palestine qui a été fondé et qui s'occupe de cette question de l'apartheid et de la politique raciste menée par Israël et du problème aussi des colonies. Nous voulons être le pont entre nos amis palestiniens de l'Organisation pour la libération de la Palestine et les organisations qui, sur le terrain, sont et resteront actifs sur ces questions-là. Donc nous voulons constituer une plateforme de contact, une plateforme de connexion entre ce qui se passe en Palestine par rapport à cela, et en particulier entre le département de l'Organisation pour la libération de la Palestine, et j'introduirai dans un instant son président, M. Ramzi Rabbah, et les organisations, les nombreuses organisations, grandes et petites, qui agissent dans notre société sur ces questions. En particulier, nous avons décidé lors d'une réunion que nous avons tenue la semaine passée, enfin le week-end dernier, et où des représentants de différents pays qui participent à cet effort étaient réunis.
En particulier, nous avons décidé d'agir pour la reconstitution du comité contre l'apartheid qui avait été établi par l'Assemblée générale des Nations unies à l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud, qui a été dissous au moment où l'apartheid a été aboli en Afrique du Sud et où le régime d'apartheid est tombé. Mais nous croyons que ce comité est d'une grande actualité face à la politique d'apartheid qui est menée par l'État d'Israël. Et donc, notre initiative fera campagne avec le département de l'Organisation de la libération de la Palestine, le département anti-apartheid, fera campagne dans les années à venir auprès de nos responsables politiques, parce que c'est clair qu'un tel comité, pour le rétablir, il faut évidemment convaincre une majorité des États de l'Assemblée générale des Nations unies. Et donc c'est important à cet égard que les pays occidentaux ne sabotent pas une telle initiative, n'agissent pas contre. Et donc, je dirais, le minimum que nous demanderons de nos pays, c'est de ne pas agir contre cette initiative, en espérant évidemment que nous allons pouvoir convaincre un certain nombre de pays, y compris des pays européens, de rejoindre une telle initiative. Parce que je crois qu'une chose que nous avons vue aussi, c'est que l'époque où les pays européens étaient capables de résoudre leurs différences par rapport à la Palestine en réécrivant un texte d'une telle façon qu'il n'avait plus de contenu du tout, hein, et le type de compromis mou, nous voyons quand même maintenant qu'il y a un certain nombre de fissures par rapport à cela, qu'il y a des États qui se détachent, notamment sur la question de la reconnaissance de la Palestine. Il y a certains responsables européens, enfin responsables de pays européens qui commencent à aussi évoquer l'éventualité de sanctions, etc., contre Israël. Donc nous croyons que c'est une évolution importante et malgré le fait qu'il y a évidemment, pour la plupart des pays, c'est encore une position de soutien à Israël, nous voyons un certain nombre de fissures. Ces fissures n'apparaissent pas comme ça, spontanément. Ces fissures apparaissent évidemment parce qu'il y a des milliers de gens qui sont dans la rue, qu'il y a un mouvement de solidarité qui a repris une ampleur telle qu'on ne l'avait plus vue depuis très 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 longtemps, et c'est évidemment sous pression de ce mouvement populaire que certains responsables, notamment en Belgique, en Espagne, etc., ont des positions qui sont, je dirais, un peu, commencent à bouger un tout petit peu. Notre initiative veut tenter à contribuer à continuer à faire bouger ces positions et à faire en sorte que le mouvement de solidarité, la pression exercée par le mouvement de solidarité pour que les États européens mettent enfin fin à leur soutien à, je dirais, ce qui est devenu de plus en plus clairement l'aventure sioniste, hein, que nous essayerons de travailler avec notre initiative, ensemble avec nos amis dans l'OLP, pour renforcer ce mouvement de solidarité et pour le faire entendre, y compris au niveau des hommes politiques, d'hommes et femmes politiques de nos pays et au niveau européen. Voilà, ça comme brève introduction sur l'initiative et ses objectifs et ses actions dans les mois à venir. Nous avons maintenant d'abord Pierre Galland, que je ne dois évidemment pas présenter, qui est un monument de la solidarité avec la Palestine, un monument, mais aussi un militant, essentiellement un militant, hein, mais oui, mais quand même, enfin, il y a des militants qui méritent, je dirais aussi qu'on reconnaît leur engagement depuis des décennies pour la cause palestinienne. Donc voilà, sans prendre plus de temps pour présenter Pierre, je te cède la parole. Merci, maître. Oh. Allô? Allô? Vous m'entendez?
change? ça, Pourquoi est-ce que ici, les ça sont marche. arrêtés? Si, Ça marche? Là, ici, ça marche. Je ne sais pas les autres. Je sais pas pourquoi. Allô? Ouais. Ah oui. Voilà que ça marche. Bon, bonjour à tout le monde et heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour un peu préciser l'importance de cette initiative. Importante parce que, rappelez-vous simplement, ce monseigneur sud-africain de l'église anglicane, monseigneur Desmond Tutu, qui disait à un retour d'une mission et d'un voyage qu'il avait fait en Palestine, et il avait dit, vous savez, en Palestine, eh bien, l'apartheid, c'est pire que chez nous du temps de l'apartheid parce que en Palestine, ils ne peuvent pas même marcher sur les mêmes routes. Et moi, ça m'avait frappé énormément. Et j'ai été donc à la coordination du général du tribunal Russell sur la Palestine, où on a fait l'étude de qu'est-ce que ça voulait dire l'apartheid d'abord. Et l'apartheid, c'est un crime contre l'humanité. C'est un des 3 grands crimes contre l'humanité. Le génocide est un crime contre l'humanité, l'apartheid est un crime contre l'humanité et la persécution est un crime contre l'humanité. Ce sont les crimes absolument imprescriptibles et il est important à ce moment où justement le peuple palestinien est victime à la fois d'apartheid, à la fois d'un génocide et à la fois de persécution, il est important au niveau de la communauté internationale de remonter dans les instances internationales comme l'Afrique du Sud a fait à la Cour internationale de justice, comme 150 ONG l'ont fait à la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, l'initiative de remonter vers les États membres de l'Assemblée générale des Nations unies pour obtenir que l'on réhabilite cette commission qui est en charge d'examiner quelles sont les conséquences d'un crime contre l'humanité. Et historiquement, c'est important parce que c'est aussi la manière dont, enfin, à l'époque de l'apartheid, eh bien, il se fait que lorsque les Sud-Africains ont envahi la Namibie, que c'est grâce à ce mécanisme-là qu'on a pu protéger les ressources naturelles de la Namibie et les droits du peuple namibien. Et c'est la SWAPO, évidemment, qui a mené la lutte de libération nationale de la Namibie. Aujourd'hui, vous avez l'OLP qui est en charge de mener la lutte de libération nationale du peuple palestinien. Et ils sont confrontés à ces 3 crimes. Et je pense que donc d'aller vers les Nations Unies pour déjà définir qu'il s'agit bien des 3 grands crimes contre l'humanité qui sont aujourd'hui imposés à un peuple martyr, c'est vraiment fondamental. Et cela, on voit bien que la communauté internationale l'a parfaitement bien compris. Les peuples du monde, tous les peuples du monde sont aujourd'hui aux côtés du peuple palestinien, comme ils furent à un moment donné, rappelez-vous, aux côtés du peuple du Vietnam dans sa lutte de libération, aux côtés du peuple algérien dans sa lutte de libération, aux côtés du peuple sud-africain dans sa lutte contre l'apartheid. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes à un moment de l'histoire où les peuples du monde rappellent à la communauté internationale qu'il y a là un crime, et pas un seul crime, 3 crimes contre l'humanité causés contre un petit peuple qui est le peuple palestinien. Et cela, ça doit remonter dans toutes les instances. Et les Nations Unies ont une responsabilité particulière. Nous sommes de ceux qui encore pensons que les Nations Unies ont un rôle éminent à jouer pour réguler les rapports entre les sociétés et entre les hommes et les femmes. Et donc, voilà un petit peu ce qui nous amène à dire aujourd'hui, c'est le moment de réhabiliter cette commission. D'autant plus important, vous le savez comme moi, vous avez suivi l'actualité comme moi, que M. Netanyahou, c'est non seulement un criminel de guerre, mais c'est aussi un homme qui a une perversité totale parce que ce qu'il a fait ces derniers jours, c'est d'obliger, d'essayer et de tenter de ramener la communauté, en tout cas occidentale, à ses côtés dans, en fait, le crime qu'il est en train de commettre en Palestine. Et l'Iran devient une excuse. Alors ne nous laissons pas enfumé par ce genre de démarche qui est une démarche criminelle parmi l'ensemble des crimes qu'a commis M. Netanyahou et soyons aux côtés du peuple palestinien dans sa lutte contre l'apartheid. Et cela se fait, ça s'est fait durant toute la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud par le boycott. C'est le boycott contre les produits venant de l'Afrique du Sud, le boycott contre les banques qui géraient avec l'Afrique du Sud, le boycott contre les accords culturels qui étaient faits avec l'Afrique du Sud. C'est comme ça que petit à petit, on a aidé la COSATU et l'ANC sud-africaine à déconstruire l'apartheid et à gagner l'émancipation pour le peuple noir d'Afrique du Sud. Aujourd'hui, c'est sur les mêmes modèles de
boycott, de sanctions et de désinvestissement que nous devons mener le combat contre l'apartheid, mais aussi, depuis 6 mois déjà, contre ce génocide qui est en train de se produire à l'encontre du peuple palestinien. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci Pierre. Je passe maintenant la parole à M. Ramzi Rabat, qui est membre du comité exécutif de l'Organisation pour la libération de la Palestine et qui est également président du département anti-apartheid de l'Organisation pour la libération de la Palestine. M. Rabat parlera en arabe et ses propos seront traduits en français. تحية لجميع الحضور، صحافي، شخصيات، رجال إعلام، مثقفين موجودين في هذه القاعة. أود أن أشكر الصديق إيان فيرمون رئيس المبادرة الأوروبية الفلسطينية لمناهضة الفصل العنصري، والشخصية المعروفة الصديق بيير جالانت على حضوره وهذا الموقف الذي عبر عنه، والصديق حمدان الضميري أحد قادة المبادرة الذي موجود على هذه المنصة أيضا معنا. Le son, ah oui, le son maintenant. Ouais. Donc, voilà. Et là, M. Ramzi Rabah, donc, il a remercié donc, vous tous, journalistes, personnes actives, intellectuelles, présents dans cette salle. Et il a remercié aussi Yann Fermont, qui est le président de l'initiative euro-palestinienne contre l'apartheid et la colonisation, et Pierre Gallon, que vous connaissez très bien, qui est aussi dans l'initiative. Donc voilà, donc il est content d'être ici et de vous adresser donc quelques choses importantes concernant le travail de son département, le département anti-apartheid de l'OLP. جئنا من فلسطين نحمل يعني جراح ألم وغضب، وأيضا نحمل رسالة أمل من أبناء شعبنا الفلسطيني للمجتمع الأوروبي وللقوى الحية الأوروبية التي تقف ويمكن أن تقف بشكل أوسع مع كفاح ونضال الشعب الفلسطيني وحقوقه في تقرير المصير. Donc nous venons de Palestine et vous savez très bien que pour l'instant donc nous avons malheureusement donc nous sommes tristes de ce qui se passe en Palestine, particulièrement bien sûr dans la bande de Gaza, mais en même temps nous avons aussi des perspectives, je dirais, positives pour l'avenir, parce que nous voyons que au niveau international, donc les forces vivantes, la solidarité avec la Palestine et les Palestiniens, elle a pris bien sûr donc un ampleur très important. C'est la raison pour laquelle nous sommes malgré le douleur dans lequel on se trouve, nous sommes aussi optimistes pour l'avenir. المجازر وحرب الإبادة في قطاع غزة والجرائم في الضفة الفلسطينية التي يرتكبها جيش الاحتلال والمستوطنين للسيطرة على الأرض الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين هي يعني من أفظع الجرائم التي شهدها التاريخ المعاصر. Donc comme vous le savez, donc il y a un génocide qui se déroule depuis plusieurs mois donc dans la bande de Gaza, mais aussi il y a des crimes qui sont commis quotidiennement dans le territoire de la Cisjordanie. Donc l'ensemble de ces crimes commis par Israël, bien sûr, présente donc je dirais les plus grands crimes que peut avoir l'humanité dans ce qu'elle a connu comme phase des crimes commis ici et là dans le monde. Donc c'est des crimes les plus atroces qu'on est en train de vivre, surtout dans la bande de Gaza. ما كانت دولة الاحتلال الإسرائيلي يمكن أن تقدم على كل هذا لولا إفلاتها
من المحاسبة ومن الردع لاختراقها المتكرر وتجاهلها للقانون الدولي والقرارات الدولية. Donc Israël, s'il commet tous ces crimes, comme vous le savez, c'est parce qu'Israël bénéficie aussi de ce qu'on appelle l'impunité. Israël n'est pas jugé, n'est pas suivi pour ces crimes. Et tant que cette impunité est de côté d'Israël, malheureusement, on va voir encore et encore des crimes commis par Israël. Donc c'est la force de l'occupation en Palestine. تهجير الشعب الفلسطيني 80% من الشعب الفلسطيني من أرضه، وتدمير 530 بلدة وقرية فلسطينية عام 48، وإقامة يعني دولة إسرائيل على أنقاض الشعب الفلسطيني دون تمكين اللاجئين من العودة إلى ديارهم وقراهم التي هجروا منها، كانت بداية الجريمة بغطاء دولي لمرتكبوا الاحتلال. Donc les crimes, ils ont commencé en fait depuis très longtemps par Israël. Il rappelle donc ce qui est arrivé en 1948 et je dirais l'expulsion massive de 800 000 Palestiniens à l'époque, qui représentaient à l'époque presque 80% de l'ensemble des Palestiniens, et la destruction de tous les villages palestiniens dans lesquels ils vivaient, ces Palestiniens à l'époque. Donc c'est à ce moment-là que Israël a commencé ses crimes contre le peuple palestinien, et l'ensemble de ces crimes, ils sont complètement, comme vous le savez, donc contraires à ce qu'on appelle le droit international. واليوم هذا المشروع التصفوي تجاه الفلسطينيين يأخذ أشكاله الواضحة في الإبادة الجماعية والتهجير الشامل والاقتلاع والتطهير العرقي للفلسطينيين على أرض قطاع غزة وفي الضفة الفلسطينية من خلال مشاريع الضم والتهويد وطرد الفلسطينيين من أرضهم، وأيضا المشاريع الفصل العنصري تجاه أبناء شعبنا في المناطق المحتلة عام 48. 2 مليون فلسطيني هم مواطنون من الدرجة العاشرة رغم أنهم يحملوا الجنسية الإسرائيلية. Donc Israël, il a un objectif. L'objectif israélien, en fait, sur le plan politique, c'est de liquider complètement ce qu'on appelle la question palestinienne. Donc de supprimer la question palestinienne. Et la question palestinienne, donc, c'est le droit du peuple palestinien. Ça commence avec le droit, bien sûr, de retour, le droit des Palestiniens d'avoir leur propriété, etc. Donc Israël, dans sa politique, en utilisant, je dirais, les crimes, les différents types de crimes qui ont démarré depuis très longtemps, justement, l'objectif final d'Israël, c'est de liquider complètement et la question palestinienne et mettre fin à l'existence même de cette question nationale de Palestine. كما قال السيد فرمون والسيد جالنت، إسرائيل أقامت منظومة كاملة من قوانين الفصل العنصري التي تمكن من الاستيطان والاستعمار واستمرار الاحتلال وممارسة العنصرية بتشريعات وقوانين كاملة تطبق في الأراضي الفلسطينية المحتلة. Donc Israël, il a adopté une série de règles, des lois renforçant ce qu'on appelle l'apartheid contre les Palestiniens. Ces lois, bien sûr, elles renforcent ce qu'on appelle la discrimination à l'égard des Palestiniens et même quand on voit que presque des lois de discrimination sont imposées sur l'ensemble des Palestiniens qui ont même la nationalité israélienne, parce qu'on parle de plus, bien sûr, que presque 2 millions de Palestiniens ont la nationalité israélienne, mais à l'égard de ces personnes, de cette population palestinienne, il y a effectivement des règles et des lois qui étaient adoptées par Israël justement, dont l'objectif c'est de renforcer l'apartheid à l'égard de ces Palestiniens en question. هذا لم يكن بوسع إسرائيل أن تمارسوا وتشهروا لولا الحماية الأمريكية والدعم الأمريكي الكامل. Donc cette politique israélienne, Israël n'aurait pas pu le mettre en pratique, en exécution, s'il n'avait pas
la couverture américaine et le soutien des États-Unis. وتواطؤ عدد كبير من الدول الغربية الحكومات يعني في الدول الغربية. Et en plus des États-Unis, bien sûr, il y a aussi ce qu'on appelle la complicité de plusieurs pays européens, malheureusement, des pays de l'Occident. لكن بعد العدوان على قطاع غزة والكوارث والفظائع التي شاهدها العالم، هناك تحول عميق في الرأي العام وفي الموقف الشعبي العام في أوروبا تجاه القضية الفلسطينية، وهذا ينبغي أن ننظم ويؤطر في علاقة مستمرة مع الوضع الفلسطيني والحقوق الفلسطينية القائمة على ضرورة إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم بإقامة دولتهم وحق العودة للاجئين. Donc ces crimes commis par Israël, ils ont bien sûr donc comme produit, comme résultat aussi le renforcement de ce qu'on appelle de ce qui est la solidarité internationale avec la Palestine, et on le voit dans les rues, dans les places publiques, etc., à combien cette solidarité s'est renforcée dernièrement avec les Palestiniens, et je pense que cette solidarité doit être clôturée par la reconnaissance des droits du peuple palestinien, son droit bien sûr à l'État indépendant et complètement souverain. ومع ذلك صمود الشعب الفلسطيني ودعم الحركات الشعبية العارم في الدول الأوروبية في الولايات المتحدة بشكل خاص أكدت أن لا حل لهذا الصراع إلا بإنهاء الاحتلال وإزالة هذا الاحتلال عن صدر الشعب الفلسطيني وتمكينه من أن يستقل بدولة حرة وسيدة، وأيضا بأن الاحتلال هو أساس يعني كل هذا الصراع الذي نشهده، بما في ذلك ما قبل 7 أكتوبر وما بعد 7 أكتوبر، كل أسبابه الاحتلال بشكل مباشر وما ارتكبه من مجازر ومن اعتداءات ومن عمليات مصادرة للأراضي وطرد السكان من بيوتهم. Donc la cause de toute cette situation que connaissent les Palestiniens en Palestine par Israël, c'est justement ce qu'on appelle, c'est l'occupation. L'occupation qui est à la cause de toute cette situation, les crimes commis, l'expropriation de la terre, l'expulsion des Palestiniens, etc. Donc, et pour mettre fin à cette situation, il faut, la solution passe par la reconnaissance des droits du peuple palestinien et la fin de l'occupation qui dure depuis, comme vous le savez, depuis des décennies dans le territoire palestinien. نؤكد نحن في منظمة التحرير الفلسطينية في دائرة مناهضة الفصل العنصري يعني دعمنا الكامل للمبادرة الأوروبية الفلسطينية لمناهضة الأبارتهايد الإسرائيلي وكل الأنشطة والفعاليات والتوجهات التي ستعتمدها، ونحن سنكون يعني عامل دعم وإسناد لكل المؤسسات التي تنشط في المجتمع الأوروبي، مؤسسات أهلية، منظمات غير حكومية، شبكات برلمانية، سندعم جهدها ودورها ونعزز في نصرة حقوق الشعب الفلسطيني وقضايا العادلة ومن أجل تطبيق القانون الدولي والقرارات الدولية على إسرائيل وإلزامها بها حتى تخضع للمساءلة والمحاسبة والمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية على جرائمها. Donc nous, dans le département anti-apartheid de l'OLP, nous serons à côté et nous soutenons donc l'initiative euro-palestinienne contre l'apartheid et la colonisation. Nous serons à côté de l'initiative, comme nous sommes aussi ouverts à toutes les initiatives qui sont prises, soit par des parlementaires, des structures de la société civile, justement pour renforcer ce travail commun, ces campagnes communes, je dirais, qui visent à affaiblir et même à supprimer l'apartheid qui est mené par Israël contre le peuple palestinien. Merci à vous. Merci, M. Rabah. Est-ce qu'il y a des questions? Oui.
c'est pas grave. Je vais lever la voix. J'ai une question pour M. Galland. Vu son histoire de militant contre l'apartheid en Afrique du Sud, si vous voyez aujourd'hui des similitudes entre les politiques d'apartheid en Israël et ce que les Africains du Sud ont dû endurer pendant des décennies jusqu'au milieu des années 90, ça veut dire jusqu'à la libération de Mandela. Et à M. Yann Fermand, de quel constat partez-vous pour lancer cette initiative et quelles sont les actions concrètes que vous envisagerez? Je vous remercie. Oui, mais ça fonctionne? Vous m'entendez? Oui. Donc, pour parler des similitudes, je vais vous dire, il y a eu deux moments. Un, il y a eu le moment de la définition de l'apartheid par les Sud-Africains eux-mêmes. Ils avaient défini l'apartheid comme le développement séparé. C'est un point. Deuxièmement, il y a eu après ça l'action qu'ils ont menée à l'encontre de la Namibie, qui était une action militaire pour opprimer un peuple et l'exclure, et piller l'ensemble des ressources de ce peuple. C'est à ce moment-là que les Nations Unies sont intervenues pour définir que l'apartheid était un crime. Et puis, ce crime a été précisé par la manière dont le gouvernement sud-africain a commencé à séparer les populations en créant des bantoustans. Et donc, à un moment donné, le crime d'apartheid a été défini par les Nations Unies comme un crime contre l'humanité, que ce n'était plus un crime particulier qui s'était produit historiquement en Afrique du Sud, mais que ça devenait un crime contre l'humanité qui pouvait être qualifié comme tel et s'appliquer dans d'autres circonstances. C'est des étapes différentes. Aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe en Palestine et la manière dont se comporte le gouvernement israélien, depuis pas M. Netanyahou, bien avant déjà M. Netanyahou, il s'agit simplement d'une politique d'apartheid, mais aussi d'une politique d'annexion. Parce que la différence entre la colonisation, telle que les Belges l'ont fait par exemple, ou les Italiens, je ne dirais pas les Français ou les Hollandais, qui eux avaient défini que c'était des territoires d'outre-mer. Mais pas tous les peuples, pas tous les colonisateurs n'ont dit que c'était des territoires d'outre-mer qui étaient leur possession. La France a essayé à tout moment. Mais en fait, ici, dans le cas de la Palestine, non seulement les Palestiniens sont considérés comme des non-existants, n'oubliez pas le slogan, un peuple sans terre, c'est-à-dire les Juifs, pour une terre sans peuple. C'était déjà à définir qu'il n'y avait pas de peuple palestinien. Et c'est cette vision-là qui a amené pas seulement la colonisation, mais l'annexion des territoires. C'est une annexion successive qui s'est produite avec la complicité de la communauté internationale. Et donc, quand on dit est-ce que c'est de même nature? Non, c'est pire. Et c'est ce que disait Desmond Tutu, c'est pire. Donc, on peut faire comparaison n'est pas raison. C'est le fait que les Nations Unies ont considéré que l'apartheid est un crime contre l'humanité. C'est le crime des crimes, ce sont les trois grands crimes. Et donc, je pense qu'il faut bien définir cela pour démontrer que le plan israélien, celui de la Nakba, c'est bien l'apartheid participe simplement d'un plan d'exclusion des populations palestiniennes. Et aujourd'hui, ce qui se passe à Gaza, c'est certainement le massacre des populations pour les obliger à quitter un territoire qu'ils tentent de s'approprier. Et c'est contre ça que la communauté internationale doit absolument s'élever, parce que dans ce cas-là, ça permet à toute puissance, à toutes les puissances qui à un moment donné décident que tel territoire leur appartient, de l'annexer. Et donc derrière l'apartheid et derrière la colonisation, il faut ajouter le terme que ce que les Sud-Africains n'ont pas fait, c'était l'annexion. Ils occupaient la Namibie, ils n'ont pas annexé. Ils occupaient le territoire, ils n'ont pas chassé les Noirs du territoire. Ils ont mis des Bantoustans, oui, mais ils ne les ont pas chassés. Ici, il y a une politique
d'annexion et d'exclusion des populations. Voilà la différence. Il y avait une deuxième partie à la question qui m'était adressée. Bon, évidemment, nous sommes tous, depuis des mois, je dirais, nous vivons tous avec la notion de l'urgence et de la réaction urgente à ce qui se passe maintenant à Gaza. C'est une évidence. Nous avons tous, dès le premier jour, manifesté pour le cessez-le-feu, manifesté contre, contre les crimes que nous avons vus se dérouler sous nos yeux. Mais en même temps, je crois qu'il est important, surtout après une longue période où je pense qu'il faut être honnête, la solidarité avec la Palestine n'avait pas disparu évidemment, mais était quand même devenue plus, je dirais, plus discrète que pendant de nombreuses décennies auparavant. Je crois qu'il est très important à cette nouvelle génération de gens qui s'engagent maintenant, surtout aux jeunes qui, je dirais, pour la première fois, s'engagent souvent dans la solidarité avec la Palestine, d'expliquer que ce n'est pas uniquement un problème de la guerre qui est menée maintenant, ou de la façon dont que cette guerre est menée, mais qu'il y a des causes à tout cela, qu'il y a des racines à ce qui s'est passé, et qu'on ne peut pas comprendre les événements actuels si on ne comprend pas ces racines. Et les racines, c'est évidemment ce que Pierre vient d'expliquer. C'est, même avec les différences par rapport à l'apartheid, mais c'est le projet colonial, le projet d'occupation de la terre du peuple palestinien par des gens venus de l'extérieur, en grande partie. L'occupation de ce territoire par des personnes qui, en réalité, implantent ou se comportent dans la région comme le représentant de l'Occident et qui sont un pilier essentiel pour la politique occidentale dans la région, et qui, comme tout projet colonial, mène une politique raciste, parce qu'on ne peut pas avoir un projet où on opprime, on exclut, on essaye même de déplacer, ou on déplace une grande partie de la population, si en même temps on ne diabolise pas, on ne discrimine pas, on n'enlève pas les droits, ou on tente d'enlever les droits à cette partie de la population qu'on essaye d'opprimer, de déplacer, et dont on essaye de prendre la terre. Et donc, je crois que dans ce sens-là, oui, il y a des différences avec l'Afrique du Sud, mais il y a aussi un certain nombre de similitudes, parce que quand Pierre dit on ne s'accaparait pas de la terre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, parce que le projet était quand même de déplacer les populations noires vers les Bantoustans et de garder le Cap et Johannesburg pour les Blancs. Hein? Et les Noirs étaient tolérés dans la population noire était tolérée dans ces zones blanches. Oui, s'ils se soumettaient à une sorte d'esclavage, s'ils étaient les townships, hein, une main-d'œuvre docile. Bon. Et donc je crois que là, il y a quand même un certain nombre de similitudes qui sont claires. Hein. Alors, conscientiser sur les causes profondes de ce qui se passe actuellement, expliquer qu'il ne s'agit pas uniquement d'une question d'une guerre cruelle, de crimes, etc., aussi important que ce soit, mais d'expliquer que tout ça a des racines, que ça a des racines et que les racines, les causes profondes de cette question sont la colonisation et la politique raciste qui est le pendant, je dirais, automatique et inévitable d'une politique de colonisation. Je crois que c'est nécessaire parce que c'est ça qui donne une perspective à un mouvement de solidarité à plus long terme. Et je crois que là, il y a peut-être une similitude, non pas avec l'apartheid, mais avec le mouvement anti-apartheid. Moi, je me rappelle, j'étais tout jeune militant à ce moment-là à l'université.
la fin enfin, le début de la fin de la période d'apartheid dans les années 70-80. Là aussi, on a vu une fuite en avant. On a vu aussi de la part du régime sud-africain les attaques contre l'Angola, le Mozambique, la Namibie, donc des aventures militaires à l'extérieur, une oppression dans les townships qui devenait de plus en plus atroce et de plus en plus, je dirais, féroce et brutale. Et je crois qu'à l'époque, au moment où on voyait tout ça, on avait l'impression que l'apartheid était toute puissante et qu'elle n'allait jamais disparaître. En réalité, ce qu'on voyait à ce moment-là, c'était le début de la fin. C'était le début de la fin de l'apartheid. Parce que cette fuite en avant, cette brutalité, cette violence à outrance à l'intérieur du pays et dans les pays, dans la région, n'était pas un signe de force, c'était un signe de faiblesse de l'apartheid. Et il a fallu qu'il y ait une défaite militaire en Angola, au Mozambique, dans les pays limitrophes qui étaient attaqués par l'Afrique du Sud, qu'à l'intérieur, le mouvement devienne de plus en plus, le mouvement de lutte prenne de plus en plus d'ampleur dans les townships. Hein, on se rappelle les images qu'on a vues à ce moment-là. Et qu'en même temps, il y ait ce formidable mouvement de solidarité qui s'est développé au niveau international, notamment un mouvement de boycott, de sanctions, pour le boycott et pour les sanctions. C'est ces facteurs combinés qui ont fait que 15 ans après, l'apartheid était fini, que c'était terminé et que ce projet colonial et raciste ne pouvait plus continuer. Y compris parce qu'il était devenu un véritable embarras pour les pays occidentaux. Hein. À un certain moment, ce type de politique, oui, ça devient aussi un embarras pour les chantres des droits de l'homme et ça devient aussi un embarras parce que ça isole les pays occidentaux qui ont soutenu l'apartheid très longtemps, les a isolés aussi au niveau mondial parce que les pays du Sud, essentiellement, se sont de plus en plus opposés à l'apartheid. Et donc, j'espère voir, hein, je ne dis pas, je n'ose pas l'affirmer, mais j'espère voir là aussi un certain nombre de similitudes. Le peuple de Gaza paye un prix affreux et terrible pour ça, hein, et nous devons faire tout ce qu'on peut pour faire arrêter ce carnage. Mais en même temps, je vois aussi un pouvoir israélien qui est aux abois, et je pense que ce n'est pas uniquement un problème de gouvernement d'extrême droite, je crois que c'est vraiment au-delà, un pouvoir qui est confronté à un projet qui se heurte à ses limites et qui se lance donc, ou qui tente de se lancer dans des aventures militaires régionales, dans des massacres comme on voit aujourd'hui à Gaza. Mais je suis convaincu que la lutte du peuple palestinien, la résistance éventuelle par rapport à des aventures militaires qu'il serait assez fou d'entreprendre, et que troisièmement, la solidarité internationale, je crois que là aussi, on est au début de la fin. Je pense qu'il faut utiliser le micro-baladeur parce qu'il y a un live stream et je crois que sans micro-baladeur, on n'entend pas sur le live stream ce qui est dit. Oui, bonjour. C'est Ahmed Frassini de EUPAC. La première question, c'est pour vous, Monsieur Fermont. C'est bien sûr qu'on voit que la question légale, c'est l'outil le plus important dans votre chemin maintenant anti-apartheid. Et c'est pour ça que je voulais savoir légalement, quand on traite la question d'apartheid, dans une situation compliquée comme en Palestine. Alors le traitement légal d'apartheid en Israël pour ses citoyens ou contre ses citoyens en Israël. Bien sûr, d'abord les Palestiniens, mais même peut-être il y a d'apartheid contre les Israéliens d'origine africaine, les immigrants, les travailleurs et tout ça. Et la différence avec l'apartheid qui se trouve en Cisjordanie, déjà contre les Palestiniens sous l'occupation à Jérusalem de l'Est. Alors, est-ce qu'il y a une différence de traitement de ce type?
est-ce qu'il y a deux types d'apartheid déjà ou pas؟ السؤال الثاني لو سمحت أستاذ رمزي، السؤال الثاني اللي هو هل في ظل الظروف الحالية اللي بيصير في غزة، وإحنا بنعرف إنه مثلا الصنف الأول الجريمة الأولى هي الاحتلال، ومن ثم نأتي إلى الأبارتايد، ولكن في ظل الظروف الحالية نحن نتحدث عن جريمة إبادة جماعية. كيف يمكن الربط ما بين هذه المسميات بحيث أن المكسب الأقوى بالنسبة لنا كفلسطينيين؟ هل عند الحديث عن الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الآن أن نأتي مثلا في الأبارتايد، هل هذا ممكن أن يكون مربحا بالنسبة لنا كفلسطينيين في ظل جريمة أولى ألا وهي الاحتلال؟ وكيف يمكن أن ترشدونا يعني نحن بأن نتعامل مع هذه المصطلحات بحيث يكون المكسب أفضل؟ شكرا. Oui, oui. Il faut qu'il y ait une traduction de. Oui, désolé. Alors la deuxième question, c'est on a d'abord le crime d'occupation, on a le crime de génocide, et là on parle d'apartheid. Alors comment on peut vraiment combiner pour que le Palestinien soit le plus gagnant dans le traitement de ces trois termes, trois crimes au niveau loi internationale? Parce que si on parle d'occupation, déjà le premier niveau, maintenant on parle de génocide et apartheid. Alors comment on doit traiter les trois termes ensemble? Merci. Non, je veux peut-être suite, عفوا بالإضافة إلى ما قاله السيد أحمد، ألم يكن من الأفضل تشكيل لجنة ضد الجنوسايد، ضد الإبادة الجماعية؟ لأنه الأبارتايد تحدثنا عنه أو يتم التحدث عنه منذ فترات طويلة. الآن إسرائيل تخطت مرحلة الأبارتايد والآن دخلت في مرحلة الإبادة الجماعية والتهجير. ألا تعتقد أنه من الأفضل العمل في هذا المجال؟ ولا أريد أن أقول ترك الأبارتايد لأنه مثل ما بنقول بالفرنسية c'est déjà dépassé. Ce que je voulais dire, c'est qu'en plus de ce qu'Ahmed a dit, est-ce qu'il ne valait pas mieux travailler directement sur le génocide? Parce que le génocide, c'est beaucoup plus important que l'apartheid. Et on parle de l'apartheid depuis longtemps déjà, et sans rien réaliser concrètement, surtout au niveau européen. Et en plus de génocide, c'est vider les territoires occupés, Gaza, la Cisjordanie, et aller beaucoup plus loin dans l'avenir. Merci beaucoup. ما يواجه الشعب الفلسطيني في صراعه طويل مع الاستعمار الاستيطاني والعنصري الإسرائيلي يرتكز إلى نقطتين. النقطة الأولى تحدث عنها الأصدقاء يعني فرمان وجالنت، بمعنى هناك إنكار لوجود الشعب الفلسطيني وحقه بتقرير المصير وحقه بالأرض. والبرنامج الأخير لحكومة نتنياهو، حكومة اليمين المتطرف، البرنامج الأخير نصا على اعتبار كل الأرض الواقعة بين النهر والبحر هي ملك حصري لليهود ولهم حصرا حق تقرير المصير. ممكن en fait le peuple palestinien donc il affronte de la part d'Israël tout d'abord donc plusieurs choses et surtout la chose la plus importante c'est qu'Israël nie même l'existence du peuple palestinien. Ce sont des gens qui n'existent pas. Et quand on nie l'existence d'un peuple, ça veut dire on nie aussi l'existence de leurs droits. Parce que c'est un peuple qui n'existe pas. Donc comment voulez-vous qu'il a des droits? Ça, c'est la première chose qu'Israël met
en pratique, c'est de nier l'existence de ce peuple palestinien. Et deuxième chose, donc Israël, il est en train de, je dirais, de le faire, c'est justement les pratiques actuelles qu'ils mettent en place de vider, essayer de vider les territoires palestiniens, d'expulser les Palestiniens, de mettre en pratique des politiques justement à faciliter cette expulsion des Palestiniens. ما تمارس إسرائيل Il y a donné un point, donc il a dit que ce gouvernement actuel au pouvoir en Israël, la coalition actuelle, effectivement, dans son programme politique, il considère que tout le territoire entre la mer et le Jourdain, c'est un territoire uniquement pour Israël et pour les Juifs, uniquement, et que les autres n'ont aucun droit sur quoi que ce soit dans ce territoire situé entre et la mer Méditerranéenne et le Jourdain, c'est-à-dire la fleuve du Jourdain. لنلاحظ أن ما تمارس إسرائيل ضد قطاع غزة الآن كدولة احتلال ليس بهدف الانتقام وليس رد على ما جرى في 7 أكتوبر حيث اهتز المجتمع الإسرائيلي والدولة الإسرائيلية التي أصابها زلزال بفعل هذا الاختراق العسكري والأمني والقتالي الذي أصاب ومس هيبة إسرائيل وجيشها الذي لا يقهر ويعني منظومتها الأمنية التي لا تخترق فقط، فهو رد فعل انتقامي. هذا ليس هو الموضوع. الموضوع هو عملية تطهير عرقي. نريد غزة منطقة آمنة لإسرائيل، إذن بدون فلسطينيين، بالضفة الاستيطان والتهويد. هدفه اقتلاع الفلسطينيين من الأرض للسيطرة على أرضهم. المشروع الصهيوني يقوم على السيطرة على الأرض بأقل نسبة من السكان. حتى أترجم. OK. Donc Israël, en fait, ce qu'il fait à Gaza, c'est pas une vengeance seulement. C'est pas la vengeance de ce qui est arrivé le 7 octobre, avec les conséquences de ce qui est arrivé le 7 octobre sur la société israélienne, sur l'armée israélienne, sur l'image d'Israël et la force qu'il prétend avoir, etc. Et donc c'est vraiment, c'est pas seulement ça, c'est pas la vengeance contre les Palestiniens par rapport au 7 octobre. Israël a un projet qui consiste à l'expulsion, de nettoyer le territoire de Gaza, comme la Cisjordanie après, parce que ça dans leur projet, c'est de nettoyer le territoire, c'est-à-dire de créer les conditions pour que les Palestiniens à Gaza ne restent plus à Gaza. C'est ça le projet israélien. Donc il ne faut jamais oublier ça et de toujours de mettre ça en tête, qu'Israël n'est pas encore seulement en train de venger, soi-disant, les événements de 7 octobre, mais en réalité, il est en train d'essayer de mettre en place sa politique, son projet, c'est-à-dire le projet d'expulsion massive des Palestiniens, c'est-à-dire, enfin, c'est moi je l'ajoute, c'est de faire une deuxième Nakba palestinien pour le peuple palestinien. لذلك جوهر المشروع الاستعماري الصهيوني يقوم على الفكر والمنظومة والقوانين والتشريعات العنصرية التي لا تعترف بالآخر. والأساليب التي يجري التعبير عنها الفاشية والإجرامية تأتي بإطارها الإبادة، الجينوسايد، الإبادة الجماعية والترحيل والتطهير العرقي. هذه أساليب من أجل تطبيق المشروع الاستعماري الصهيوني العنصري في جوهره القائم على إمحاء الشعب الفلسطيني، سواء إمحاءه ماديا أو سياسيا بمعنى الكيانية أو ثقافيا بمعنى الهوية. هذا هو المشروع الصهيوني يعني، وبالتالي هو مشروع عنصري بامتياز، وإلا ما كان ممكن لإسرائيل أن ترتكب ما ترتكبه. هذه لا يقوم بها أي دولة إلا من يشعر نفسه دولة فوق القانون ولا يمتثل للقانون الدولي والقرارات الدولية، وفكره ومشروعه يقوم على العنصرية الكاملة بإلغاء وجود الآخر، الشعب الفلسطيني القائم على الأرض. يعني أعطيك مثال الآن،
بين البحر والنهر في 14.5 مليون، 7.5 فلسطيني و7 إسرائيلي. كيف بده يتخلصوا منهم؟ الإبادة صعبة. إذن ما جرى في 48 هو ترحيل ثلثين الشعب الفلسطيني، 80% منه. الترحيل، التهجير، التطهير العرقي، هذا المشروع العنصري. طبعا ما يجري في غزة لن يمكن الإسرائيليين، لأن الشعب صامد وعم بيقاوم ومتحمل ما لا يحتمل، ولذلك إسرائيل في ورطة لأنها على وشك خسارة هذه الحرب، لأنها لا تستطيع أن تحسمها بحكم أن الشعب متمسك بأرضه وما بده يرحل. Ok. ما بده يغادر. Je vais essayer de résumer parce que vraiment il a dit beaucoup de choses, mais les idées qui étaient développées dans son intervention, c'est que d'abord il ne faut jamais oublier que nous sommes devant un projet, le projet sioniste qui nie l'autre. L'autre c'est le palestinien. Donc il y a déjà une négation totale de ce palestinien qui existe, etc. Sur la terre de ce qu'on appelle entre la mer Méditerranée et le Jourdain, il y a à peu près 14 millions et demi de personnes qui vivent, juifs et palestiniens, etc., etc. Sur le 14 millions et demi, il y a à peu près 7 millions et demi des Arabes. Et le reste, ce sont des Juifs. Comment voulez-vous mettre en place un État seulement pour les Juifs alors qu'il y a un peu plus que la moitié et ne sont pas Juifs? Ça, c'est la première question. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser comme moyen? Le génocide, autrement dit, tuer tout le monde. Ils sont en train de le faire malheureusement à Gaza, mais ils ne peuvent pas tuer 7 millions et demi. C'est impossible. C'est par conséquent, donc ils essayent de mettre en place d'autres types aussi de politiques qui visent ces personnes à choisir, je dirais, le départ, quitter le territoire, etc. C'est ce qu'ils essayent à Gaza avec leur objectif d'expulser les Palestiniens de Gaza. C'est ce que peut-être ils vont faire en Cisjordanie s'ils auront l'occasion de le faire, etc. Donc c'est ça le fond de ce projet sioniste, c'est de nier l'autre et par conséquent créer les conditions pour que l'autre ne reste pas. Que si cela passe par des génocides, ils vont le faire. Si cela passe par des politiques au quotidien, ils vont le faire aussi. Expulser, prendre la terre, exproprier la terre, etc., créer des colonies. Tout ça, c'est au service d'un projet criminel, d'un projet raciste, colonial, qui est le projet sioniste. C'est ça les points. J'ai essayé de résumer. يعني بمعنى محاسبة إسرائيل على كل جرائم العنصرية التي ترتكبها بما فيها جريمة الإبادة الجماعية المرفوع عليها الدعوة من القيادة الشجاعة في جنوب أفريقيا أمام المحكمة الدولية، والتي نأمل أن ينضم لها دول أوروبية ليؤكدوا أن جريمة العصر لن تمر بدون محاسبة من أعلى مستوى قضائي في هذا العالم. Donc la solution passe obligatoirement par la condamnation d'Israël d'abord, juger Israël pour ses crimes ensuite, et nous, donc, on salue donc l'initiative de l'Afrique du Sud de porter plainte, de déposer une plainte devant la Cour internationale de justice, et nous espérons que d'autres pays joignent l'Afrique du Sud justement pour arriver à des résultats et considérer ce qu'il fait Israël, surtout dans la bande de Gaza, c'est un génocide collectif d'une population civile. Donc c'est ça ce qu'on souhaite, c'est que d'autres pays dans le monde rejoignent l'Afrique du Sud dans la plainte qu'il a déposée dernièrement devant la Cour internationale de justice. Je voudrais réagir très brièvement à deux questions. D'abord, votre question, est-ce qu'il n'y a pas deux types d'apartheid? Moi, je ne le pense pas. L'apartheid prend de multiples formes. L'apartheid en Afrique du Sud prenait dans les townships, dans les quartiers noirs du Cap et de Johannesburg, prenait une forme particulière. Dans les Bantoustans, prenait une autre forme. Dans les pays, dans les attaques contre les pays, contre l'Angola et le Mozambique à l'époque, et la Namibie évidemment, prenait encore une autre forme. Là, servait comme justification à des aventures militaires criminelles, des aventures d'agression contre des pays limitrophes. Là, évidemment, combiné avec l'anticommunisme, parce que
soi-disant, ces pays étaient des menaces, constituaient une menace communiste à l'égard de l'Afrique du Sud, libérale et occidentale. Hein. Mais donc, c'est la même apartheid. C'est la même apartheid, c'est les mêmes facettes d'une politique qui est une et unique, mais qui, évidemment, prend des formes différentes selon qu'il s'agit de garder en esclavage les gens qui habitent dans les quartiers qui entourent les grandes villes pour les exploiter comme main-d'œuvre ou bon marché, de les garder dans les Bantoustans où de là on recrutait la main-d'œuvre en grande partie pour les mines, pour l'activité minière en Afrique du Sud, ou s'il s'agit de la justification idéologique raciste d'aventures militaires à l'extérieur, c'est la même politique d'apartheid. Et moi, je pense aussi que voilà, il n'y a qu'une seule politique d'apartheid en Israël pour le moment aussi, qui prend des formes différentes selon qu'il s'agit de Gaza, le West Bank, les Palestiniens qui ont la nationalité israélienne. Et demain, si Israël se lance dans des aventures contre des voisins, ben, c'est la même idéologie raciste qui, à ce moment-là, participera à une tentative de justification de cette guerre. Alors, la question de est-ce qu'il ne fallait pas mieux se concentrer uniquement sur la question, ou prioritairement sur la question du génocide. Moi, je pense que le génocide est en fait toujours l'ultime conséquence d'une politique qui est menée. C'était comme ça dans l'Allemagne nazie, c'était comme ça au moment du génocide au Rwanda. C'était le moyen ultime qu'on essayait d'utiliser pour réaliser son projet. Mais ce n'est pas pour autant qu'on prend le projet. Ce n'est pas à travers le génocide qu'on peut comprendre le projet. À travers le génocide, on peut voir jusqu'où on veut aller pour le réaliser. Et donc, je crois que c'est important de comprendre le projet. Le génocide n'est pas indispensable à tout projet colonial. Mais on voit qu'aujourd'hui, le projet sioniste et l'État d'Israël veulent aller jusqu'à cette ultime conséquence pour réaliser leur projet colonial. Évidemment, il faut réagir contre le génocide. Évidemment, il faut s'insurger, il faut faire ce qui est possible en soutenant l'Afrique du Sud, en parlant de génocide, mais il faut aussi comprendre d'où vient ce phénomène. Et ce phénomène n'est que l'ultime conséquence d'une politique coloniale et raciste. Et je crois que c'est la raison pour laquelle nous voulons aider, nous voulons conscientiser sur ces causes profondes de ce que nous voyons aujourd'hui. Ce n'est pas un problème de méchanceté, ce n'est pas un problème parce qu'Israël est en colère suite au 7 octobre. C'est la conséquence logique mais ultime d'une politique coloniale et d'apartheid. Et donc, je pense que c'est ça qu'il faut démontrer, parce que sinon, oui, les gens réagiront contre le génocide, et c'est très bien, c'est nécessaire, c'est indispensable, il faut le faire, et c'est urgent. Mais ensuite, comment est-ce qu'on va faire en sorte que la compréhension de ce qui se passe et aussi la réflexion sur comment on peut sortir de cette situation, comment on peut sortir de ce projet colonial et raciste, comment est-ce qu'on va pouvoir réfléchir ensemble à cette question-là si on ne comprend pas les racines de ce que nous voyons aujourd'hui. Donc le génocide, oui, c'est important, c'est essentiel, ça réunit beaucoup de monde. Hein. Nous sommes d'accord qu'il faut le mettre à l'agenda. En même temps, il faut comprendre que tout ça trouve que ce n'est que la continuation de la politique coloniale ou d'un projet colonial et raciste, et que donc qu'il faut s'attaquer à ces racines pour mettre fin aussi au génocide. Pierre, tu voulais... Mr. Bjergelon and Mr. Vremon, I know you are a very tough politician. I have two parts of question. Do you see as Belgian politician and European politician, is the value of the European politician
it's going down, where their citizens have gone over 60% of Europe, 60%, who went to demonstrate, to tell their government to stop genocide, stop killing, stop arming the Israelis, and where Europe is zero with the decision. We have our, what is his name, Bormann? شو اسمه تبع الاتحاد الأوروبي؟ Borrell, he comes say, please, if you go to Netanyahu, please beg him to stop. For me as a Palestinian, today we are talking about apartheid. Stop apartheid, stop occupation. If today, stop genocide, stop killing, Europe is not standing with us, is my expectation. I will accept 2 states. They will do 2 states for us, or they will stop apartheid, or they will stop occupation, where a ceasefire. Ceasefire, they cannot press on Israel. They cannot press on Israel. We're killing 40,000 people, all the citizens of Europe. And today we see the German racists jumping on demonstrators, on conference of doctors, arresting them. So our expectation, it's really, we are fail with our expectation from Europe. So we wish, and today, my last point is Europe is not afraid of their citizens who went over thousands of demonstrations all over Europe, telling their government with the new generation to say stop genocide, ceasefire, and here they see they fail. Yesterday we see Aqsa, they close Aqsa. Last time we see they close Zara. Other time they close McDonald's. And what will be the next? Maybe they will go to the ministry of whatever and close. The last time they have to go to the Foreign Affairs Ministry and they close the Foreign Affairs Ministry the door. So do you think it's Europe will be in threat? Please, I want to translate for my colleague. Rafiq Ramzi. سؤالي قيم فهمتها؟ Thank you, Mr. Pierre Gallon. I want to answer for Mr. Pierre Gallon especially. Je prends celui-ci. Non, il ne marche pas non plus. Il faudrait en donner un qui marche. Voilà. Mais enfin, bon, il est clair que depuis le temps que nous nous battons, on peut raconter toute l'histoire telle qu'elle a été vécue depuis le lendemain de la création d'Israël. C'est qu'Israël, c'est une création du monde occidental accompagné, attention, au moment du vote de la Russie et de la Chine, mais c'était un projet qui était né en Occident, défendu par la puissance coloniale de l'époque, qui est la Grande-Bretagne. Je ne vais pas refaire l'histoire. Et cette histoire-là, c'est celle qui a continué à marquer l'ensemble des politiques européennes, toujours. Il y a eu des moments où tout d'un coup, il y avait une petite avancée lorsque, avec, souvenez-vous, Naïm Kader, qui a été plaidé la cause palestinienne, qui avait obtenu que finalement, on reconnaisse Yasser Arafat et l'OLP. Et la Belgique, donc, en 1979, a reconnu l'OLP et la représentation de Naïm Kader. Conséquence, 1 an plus tard, il était assassiné. Bon. Et on est donc dans une situation où, quand l'Europe a fait un progrès, souvenez-vous, que ce soit à Madrid, que ce soit à Paris, que ce soit à Londres, que ce soit à Bruxelles, on a assassiné tous les représentants de l'OLP. Parce que tout d'un coup, il y avait un progrès. Après ça, il se fait que les Européens ont fait des choix simples, c'est d'accepter que ce soit les Américains qui dictent la politique pour le Proche-Orient. Et donc, à partir des années 90, il n'y a plus eu de politique européenne. Il y avait jusque-là eu Madrid, il y avait eu une série de choses qui faisaient qu'on pouvait croire à certains signaux d'une compréhension européenne, que son intérêt, c'était quand même de reconnaître les Palestiniens et la Palestine. Il y avait. Et ça a été massacré.
Et à partir des années 90, 1990, eh bien, on est rentré dans une ère où l'Europe a délégué aux États-Unis la responsabilité de dicter la politique israélienne. Est-ce que ça veut dire que du côté israélien, il n'y a pas toujours eu l'idée qu'il fallait tenir compte de la décolonisation, il fallait tenir compte de la pression populaire, il fallait tenir compte, bien sûr, c'est comme ça qu'on est arrivé aux accords d'Oslo, mais les accords d'Oslo se sont révélés un piège. C'était une façon de dire, on ne va pas vous donner le droit à être un État, on va vous donner des petites miettes de quelque chose. Et donc, c'était un piège réel. Et si certains y ont cru, et on dit c'est peut-être la voie, on s'est très vite rendu compte, dès le lendemain, que les Israéliens ne voulaient pas mettre en œuvre quoi que ce soit des accords d'Oslo, point c'est tout. Donc, ça veut dire que les politiques ont été aliénés dans une vision qui était oui, un jour. Et moi, je me rappelle très bien les ministres des Affaires étrangères qu'on voyait, in due times. Ça, c'était la phrase. In due times. In due times, on voit ce que c'est pour les gazouilles aujourd'hui. Et même aujourd'hui, ils ne sont pas capables de dire stop, et nous allons faire en sorte que vous ne puissiez pas le faire. On va faire l'embargo sur les armes. 1. On va rappeler nos ambassadeurs. 2. On va prendre des sanctions. Israël aujourd'hui est le pays qui a le plus de relations avec l'Union européenne sur le plan économique, scientifique et culturel. Qu'on arrête. On n'a pas fait. Et M. Borrell n'a pas eu le courage de le faire. Et maintenant, il suffit que M. Biden dise « Ah, il faudrait peut-être reconnaître les deux États ». Alors M. Borrell, le lendemain, dit « Oui, c'est vrai qu'il faudrait reconnaître les deux États ». Mais en fait, c'est rien. On est simplement asservi à une politique américaine et aux intérêts américains. Et les intérêts américains ne sont pas les intérêts européens, en tout cas pour moi. Et donc, on est dans une situation de divorce entre les populations qui aujourd'hui sont convaincues, et ça a mis un certain temps. Et je vous dis que c'est à partir de 2002, moi qui suis un vieux, eh bien, c'est à partir de 2002 que les opinions publiques ont changé radicalement de conception. Jusqu'alors, vous aviez même en Europe beaucoup de gens qui pensaient que c'était les Palestiniens qui agressaient les Israéliens. Et là, ils ont compris qu'il y avait un pays occupant, une colonisation et l'apartheid. Ça, c'était un grand moment de changement. Mais ça n'a pas entraîné, même si le Parlement européen a pris de bonnes décisions à l'époque, ça n'a pas entraîné de changement. Pourquoi? Parce que les politiques européennes s'alignaient complètement sur les politiques américaines. Or, c'est nous qui vivons autour de la Méditerranée, c'est nous qui vivons ensemble, les peuples du nord de l'Afrique, tous les peuples arabes, tous les peuples de la face sud de l'Europe vivent ensemble. C'est à nous de construire cette Europe de paix, cette Europe de coopération, cette Europe. Et pour cela, nous savons qu'il y a un point central à résoudre. Le point central, c'est les droits des Palestiniens. Et ce n'est pas à nous de dire aux Palestiniens qu'est-ce qu'ils doivent faire, si c'est un État, deux États, État fédéral, blabla. C'est de reconnaître le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Point. Ça, c'est ce que la résolution 1514 des Nations Unies prévoit pour tous les peuples. Et c'est donc autour de ça que nous devons revenir. Et c'est pour ça que de revenir aux règles des Nations Unies sur la question de l'apartheid, sur la question des droits à l'autodétermination, c'est pour prévoir qu'on doit voir comment on va construire l'avenir. Et cet avenir, il repose sur des normes. Ces normes, elles ont été dictées, à nous de les faire respecter parce que c'est nous qui les violons aujourd'hui. C'est nous qui n'avons pas empêché le blocus. Aujourd'hui, nos États sont obligés par la résolution des Nations Unies de lever le blocus pour mettre fin à la guerre. Ils doivent le faire. Eh bien, les Américains ont dit, oui, mais nous sommes abstenus lors de la résolution et donc ce n'est pas obligatoire. Mais depuis quand est-ce que c'est les Américains qui dictent le droit international? Si on laisse faire cela, alors il n'y a plus de droit. Et donc nous avons avantage à rappeler sans cesse qu'il y a ces droits fondamentaux et que c'est ceux-là qui doivent être appliqués. Et que l'Europe, en principe, nous, les peuples d'Europe, a rappelé à nos chefs d'État, à nos responsables, d'abord sur ces questions militaires, parce que c'est une question, lever un blocus, c'est une question militaire. C'est par la force. Chapitre 7 des Nations Unies, c'est par la force. Et il faut le faire, on est obligé. Et donc, il ne s'agit pas simplement d'envoyer des colis humanitaires. Il faut lever le blocus. Il le faut. Et ça se passe dans les débats. Alors, c'est vrai qu'on peut dire, mais moi je pense que lever, être auprès de la Cour pénale internationale, être à la Cour internationale de justice, être au Conseil de sécurité des Nations Unies, il faut absolument l'être parce que c'est pas seulement l'intérêt des Palestiniens,
L'intérêt des Palestiniens, c'est l'intérêt de tous les peuples de notre planète aujourd'hui. C'est ça qu'il faut voir. Last question. Je vais poser une dernière question. Si vous voulez bien. Je rejoins ça. Oui, oui, parce que sinon, les gens qui suivent à distance la conférence de presse ne vous entendent pas. Merci. Je vais commencer par une phrase. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez exposé, bien sûr. Mais Nakba, le mot Nakba. Le mot Nakba, je crois que c'est un mot qui signifie en arabe sans retour, c'est fini. Déjà, le mot Nakba, ils nous ont imposé ce mot pour nous en duper. Et alors, quand on parle de gouvernement de Netanyahu, Netan, ça veut dire en arabe qui pue. Qui pue. Quand Oussama Hamdan parle, il dit Netan, il s'arrête, il dit Yahu. Tous les gouvernements israéliens, depuis sa création, depuis 75 ans, ajouté 30 ans aussi avant, tous, ils sont d'accord pour le projet sioniste. Et nous, on croit que Netanyahu est différent de Begin, ou de Shamir, ou de l'autre. Ils sont tous les mêmes. Et puis, moi, je crois que cette proposition de 2 États, je crois que c'est une récompense à l'État d'Israël. Si Biden, si tout le monde, maintenant, il court pour 2 États, 2 États, 2 États, parce qu'ils ont compris que la fin d'Israël est approche. Alors, ils veulent protéger Israël. Le fond de problème, c'est le 48. Quand le peuple palestinien a perdu sa terre, on a chassé le peuple palestinien dehors, et puis on a commencé à bouffer le reste, la totalité de la Palestine, et on va aller plus loin, entre le Nil et l'Euphrate, et on continue à croire que la solution finale, c'est en constituant un État palestinien. Oui, on va continuer à revendiquer pour un État palestinien, mais seulement il faut savoir la forme de cet État. Je crois que la meilleure solution que nous devons proposer au monde, c'est d'abolir le sionisme encore une fois, comme on l'a fait en 73. Et on revient à la solution de l'Afrique du Sud. Alors, notre lutte continuera. Il ne s'arrêtera pas, même si on aura un État, parce que le projet sioniste, l'enfant illégitime que l'Europe a envoyé chez nous, on va le combattre et on va continuer avec vous. On est tous d'accord, je crois, et vive la Palestine. C'est pas une question. C'est pas une question. Moi, je pense qu'on doit petit à petit clôturer cette conférence de presse. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour l'intérêt que vous avez porté à cet aspect de la lutte pour l'autodétermination du peuple palestinien. C'est le peuple palestinien qui, évidemment, en exerçant son droit à l'autodétermination, va déterminer quelle est la forme d'État ou la forme de structure politique et économique qu'il fondera et dans lequel il vivra à l'avenir. Mais une chose sur laquelle nous sommes réunis est de savoir que ça ne peut pas être un projet colonial et ça ne peut pas être un projet raciste qui est le corollaire indispensable, inévitable d'un projet colonial. Et donc, dans ce sens-là, nous sommes réunis contre cette lutte, contre le colonialisme, contre le projet sioniste en tant que projet colonial et en tant que projet raciste. Voilà, je vous remercie pour votre présence. Je remercie M. Ramzi Rabah, je remercie mon ami Pierre Galland. Je vous remercie tous pour votre présence aujourd'hui et on se reverra dans d'autres occasions de lutte pour la Palestine. Merci.